sujet qui préoccupe justement la région des Grands Lacs, d'ailleurs pour le moment, et un problème qui est en rapport avec la sécurité en RDC, en République démocratique du Congo, où ce samedi 4 février, il s'est tenu encore une énième, enfin, non, on ne va pas directement dire énième sommet, mais on va dire déjà un troisième sommet qui s'est tenu à Bujumbura, où le président du Burundi a essayé de réunir ses homologues dans la région pour discuter justement de la situation sécuritaire en RDC et pour voir comment on pourrait vraiment essayer de résoudre ce problème de la guerre qui sévit dans la région depuis plus de... on ne sait même pas combien d'années en fait, parce que normalement la guerre en RDC a déjà commencé dans les années 1996 et il y a eu quelques arrêts, quelques trêves de la guerre, mais normalement, la guerre n'a pas cessé depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui. Et nous allons essayer encore d'aborder ce problème et surtout de l'envisager en rapport avec le mini-sommet qui vient de se dérouler à Bujumbura et pour voir quels sont les éléments nouveaux qu'on peut attendre, qu'est-ce qui va changer sur le front militaire, sur le front, pas dire sur le front diplomatique, sur le plan politique, sur le plan politique, sur le plan diplomatique, et qu'est-ce que ça va changer et sur le front, au niveau du front militaire. Toutes ces questions, on va les aborder pour le moment avec mon invité de tous les mardis, à savoir M. Jean-Marie Vianney Ndagijimana, monsieur l'ambassadeur, et que je voudrais justement vraiment inviter pour qu'il rentre au studio pour qu'on puisse commencer à parler de ce sujet. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir. Comment ça va chez vous depuis mardi dernier? Ben, écoutez, ça va très bien. Tout se passe bien. Je vous dis bonjour et à vous et aux auditeurs. Je pense que vous étiez déjà en train de leur parler, d'annoncer notre émission de ce soir. Donc, bonsoir à tous. Justement, on va justement entrer dans le vif du sujet parce que j'aimerais vraiment qu'on revienne un tout petit peu sur ce thème qui nous préoccupe pour le moment parce que c'est un sujet qui est on ne peut plus, j'ai failli dire énervant parce que ça fait plus de 30 ans qu'on parle des théories, qu'on parle des gens qui meurent dans cette région, dont on parle des pertes de vies humaines, mais c'est comme si la vie humaine dans cette région est devenue une chose banale, qu'on peut tuer quelqu'un, qu'on peut massacrer les gens, massacrer des milliers, que dis-je, des millions de gens, et que l'opinion mondiale, l'opinion internationale, comme on dit, l'opinion internationale, c'est comme des fourmis qui mouraient dans cette région. Parce que, franchement, ce qui m'interpelle pour le moment, c'est que lorsqu'on voit un blessé sur le front, ici à côté de chez nous, en Ukraine, toute la communauté nationale vraiment crie. La Russie a tué une personne. La Russie a tiré un missile qui est tombé sur, je sais pas moi, une maison. Mais chez nous, quand on parle, récemment, avec la visite du pape, nous avons entendu des témoignages, vraiment des témoignages. Moi, quand je les ai écoutés, ça m'a fendu le cœur. Des filles violées, des filles, de jeunes hommes qui ont été... Il y avait un prêtre dont on a coupé les doigts. Les massacres, les horreurs qui se passent dans cette région, c'est comme si, au niveau international, ça ne signifiait rien. C'était pas comme des êtres humains qui mouraient. Vraiment, avant de commencer à parler de ce sujet, monsieur l'ambassadeur, lorsque vous voyez vraiment ce qui se passe dans notre région et que vous voyez la façon dont la communauté internationale vraiment s'en occupe, ça vous fait quoi dans votre conscience, monsieur l'ambassadeur? Bien, effectivement, il y a de quoi étonner, sinon énerver, hein,
lorsque surtout il s'agit des populations de nos contrées, c'est-à-dire c'est nos parents, c'est nos frères, c'est nos sœurs. C'est tout à fait normal que les Français, les Polonais, les Allemands et les autres s'occupent plus de l'Ukraine. Hein. Il ne faut pas rêver non plus. De la même façon, les habitants de Walikale ne sont pas préoccupés par ce qui se passe en Ukraine, à Kiev. Ils pensent à Goma, ils pensent à ce qui peut leur arriver demain. Donc, c'est humain. En même temps, vous avez raison de désapprouver l'attitude de la communauté internationale parce que c'est elle-même qui s'est auto-désignée comme telle. Après tout, le Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est cette communauté internationale. C'est des pays du Nord. Il n'y a pas de pays africains, même s'il y en avait d'ailleurs. Est-ce qu'ils auraient assez d'influence pour aborder les choses concrètement? Je pense que nous devons nous y faire, toujours appeler au secours, malheureusement, puisque nous n'avons pas les moyens nous-mêmes d'arrêter ce processus suicidaire, hein, parce que c'est des Africains qui meurent, c'est des Congolais, c'est des Rwandais, c'est des Burundais, c'est des Ougandais. Vous savez, je ne suis plus très jeune, hein, mais je peux dire que toute ma vie, j'ai vécu des guerres dans notre région. Toujours. Oui. Justement, on va en revenir tout à l'heure parce que il y a eu des périodes de paix relatives, mais où on disait, bon, on est en paix, mais tout peut basculer demain. exactement. Donc, on a connu en fait une paix précaire, en fait. C'est une paix qui est précaire. J'aimerais vraiment qu'on en arrive maintenant au sujet de ce sujet qui nous préoccupe pour le moment, parce que mardi passé, nous parlions justement de la sécurité à l'est de la RDC. Il y a eu une autre évolution parce que nous avons connu un sommet, un mini-sommet qui s'est tenu ce week-end à Bujumbura, un mini-sommet que je voudrais vraiment proposer aux auditeurs de Radio Lumuri pour regarder un tout petit peu, vraiment c'est un petit extrait de quelques 3-4 minutes pour voir le résumé, c'est même pas le résumé, pour voir ce qui s'est passé vraiment à ce sommet et pour voir pour voir un tout petit peu comment les Congolais voient, considèrent ce qui est sorti de ce sommet pour voir vraiment pour qu'on puisse en parler. J'aimerais vraiment proposer aux auteurs de la de suivre ce petit passage et puis après on va en parler tout à l'heure. Écoutons. Le son, on ne l'entend pas, Célestin. D'abord. Invitant ses homologues de la communauté de l'Afrique de l'Est au sommet extraordinaire de Bujumbura, le président d'exercice de cette communauté et chef de l'État du Burundi, Évariste Ndayishimiye, voulaient évaluer ensemble la mise en œuvre de la feuille de route de Luanda et tirer toutes les conséquences. Cette feuille de route exigeait le retrait définitif. On n'entend pas le son, Célestin. Des localités congolaises avant le 15 janvier dernier. À l'issue des 3 heures de discussion à huis clos, les 6 chefs d'État ont fait le constat du refus délibéré des troupes terroristes du M23. Non, pour le moment, le son passe. Le son passe. Pour le moment, ça passe, mais pas avant. Pour examiner le développement de la situation à RDC, la situation sécuritaire à l'est du pays. Ils ont fait le même constat que ça se détériore et qu'il faut vite agir pour faire appliquer
les instruments qui sont en vigueur pour le moment, particulièrement le communiqué final du mini-sommet de Luanda, qui a prévu un chronogramme qui est en fait la fusion entre le processus de Nairobi et celui de Luanda. Et ils ont insisté particulièrement sur la nécessité de la cessation des hostilités, particulièrement du côté du 1-23 et son retrait, comme convenu, de manière que les Congolais qui sont des déplacés de guerre reviennent à leur domicile. Évidemment, de manière générale, ils ont encouragé le président Tshisekedi de continuer avec le dialogue politique qu'il a initié à travers les consultations. Et évidemment, le président leur a donné des assurances qu'il est ouvert à tout le monde, tous les groupes armés, c'est son travail. Et tout le monde a reconnu à l'unanimité que toutes les recommandations, toutes les programmations qui ont été faites, que ce soit dans les cadres du processus de Nairobi ou de celui de Luanda, plus particulièrement le communiqué du 23 novembre de l'année dernière, que tout cela n'a pas été exécuté. Le M23 s'est moqué des gens, soutenu par le Rwanda. Et c'est pour cela qu'ils ont préconisé une démarche pour relancer. On a responsabilisé aussi les chefs d'état-major des armées, des pays membres de la communauté d'Afrique de l'Est pour faire un nouveau chronogramme qui va permettre très rapidement à ce que le M23 et le Rwanda exécutent ce qu'on avait convenu. Et comme je vous ai dit, que les choses aillent mieux. Au cours de ces échanges, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est resté très ferme dans ses principes. Un mandat beaucoup plus offensif de la force de l'EAC et la poursuite du déploiement des contingents d'autres pays, à l'exception du pays agresseur. C'est que les sommets de Bujumbura a adopté dans son communiqué final. Les chefs de l'État congolais a par ailleurs interpellé les commandants de la force régionale quant au comportement de ces troupes sur le terrain des opérations. Vous êtes venu pour nous aider, vous n'êtes pas venu pour avoir des problèmes. Donc, soyez vraiment attentifs à ça. Soyez attentifs à ça. Posez, répondez aux questions de la population, communiquez avec la société. En invitant ses homologues de la communauté de l'Afrique de l'Est au sommet extraordinaire de Bujumbura, les présidents d'exercice de cette communauté et chef de l'État du Burundi, Évariste Ndayishimiye, voulaient évaluer ensemble la mise en œuvre de la feuille de route de Luanda et tirer toutes les conséquences. Cette feuille de route exigeait le retrait définitif et effectif des troupes pro-rwandaises du M23. Je pense qu'on peut déjà en arrêter ici. Je pense déjà qu'on peut en arrêter ici. Pour essayer de parler de ce qu'on a déjà compris jusque maintenant. Parce que si on revient un tout petit peu sur ce petit extrait, vraiment, il est très condensé. Et d'ailleurs, je remercie le journaliste vraiment qui a fait un résumé vraiment de ce sommet. On peut se poser déjà beaucoup de questions. Le président du Burundi, en convoquant ce sommet, justement, il voulait voir où est-ce qu'on en est avec la mise en exécution des différentes décisions qui ont été prises lors des derniers sommets, parce qu'il y a eu Nairobi, il y a eu Luanda, il y a eu d'autres réunions. Mais on peut déjà se poser la question de savoir, déjà, est-ce que vous savez déjà nous rappeler ce qui était contenu dans les différentes résolutions des sommets précédents. Luanda, quand on parlait de faire la synthèse des résolutions des sommets Luanda, Nairobi, mais qu'est-ce qui était contenu dedans? Pour qu'on puisse déjà parler par de là, pour pouvoir analyser. Il faut d'abord savoir qu'est-ce qu'on avait convenu, qu'est-ce qu'on avait décidé dans les derniers sommets, Luanda, Nairobi, pour en arriver à Bujumbura, monsieur l'ambassadeur. On va maintenant. Si vous pouviez nous partager oui. Le communiqué de Luanda, ça faciliterait les choses peut-être, parce que oui, ce ne serait pas mauvais. Oui. Si on pouvait déjà voir le communiqué de Luanda, que je n'ai pas ici sous la main d'ailleurs,
Je ne sais pas si, moi, je ne l'ai pas sous la main ici, mais on se rappelle déjà en gros de ce qui est côté conduit à ce sommet-là, de Luanda et Nairobi. Mais c'est quand même un communiqué de 6-7 pages, hein, donc le rappeler sans l'avoir sous les yeux. Attendez, je vérifie si je peux l'avoir rapidement, mais il serait important qu'on puisse le lire rapidement, hein, rapidement. Oui. Mais si vous ne l'avez pas... Je ne l'ai pas sous la main, je suis en train de chercher pour voir si je peux tomber directement dessus, mais je ne l'ai pas ici sous la main. Mais on peut se rappeler, grosso modo, ce qui est dedans. Je vais rappeler, grosso modo, oui. Que moi j'ai pu y mettre la main. Alors, c'est donc un communiqué qui a été signé par les chefs d'État présents à l'époque, le 23 novembre 2022. Oui. C'est un communiqué qui va sur 7 pages. Hein. La première page, c'est l'annonce des personnalités présentes, des chefs d'État présents, qui ont participé donc à ce sommet. La deuxième page, c'est les autres. Au départ, c'est les chefs d'État africains. Maintenant, c'est les autres personnalités, à savoir donc les personnes qui étaient invitées mais qui n'ont pas pu faire le déplacement, les représentants de différentes organisations, l'Union africaine, etc. Et ils ont annoncé, au titre 4, ils ont annoncé l'objectif. L'objectif principal de ce mini-sommet de Luanda était d'établir le calendrier de mise en œuvre des actions prioritaires en vue d'une part de la cessation des hostilités et du retrait immédiat du M23 des localités congolaises occupées, et d'autre part de la coordination du processus ou des processus de Luanda et de Nairobi. Exactement. Ça, c'est déjà l'objectif principal, c'est compris qu'il y a un retrait qui doit se faire immédiatement. Oui. Et donc, les chefs d'État se sont félicités, bien sûr, des résultats des initiatives prises dans le cadre de Luanda et de Nairobi, à savoir l'opérationnalisation du mécanisme de vérification ad hoc le 9 novembre 2022 et le déploiement des troupes de la force régionale de la CAE dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Là, il parlait des troupes kenyanes et des troupes burundaises. Les chefs d'État ont félicité son Excellence Joao, le président. Ça, c'est de la diplomatie, ça on va en parler tout à l'heure. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, l'objectif. Qu'est-ce qu'on a décidé? Ce n'est pas terminé. Il ne faut pas aller trop vite parce que le détail se trouve quelque part où vous n'avez pas vu. Ça, c'est moi qui parle. Je vous laisse la parole. Oui. Bien sûr, il vaut mieux qu'on sache ce qui s'est passé à Luanda avant Exactement. de critiquer ce qui ne s'est pas passé à Bujumbura. Oui, donc le ministre Sommet a décidé. Ce sont les décisions qui sont importantes. Au point 8, à la 3e page, on énumère les décisions prises par les chefs d'État. A. Cessation des hostilités en général et en particulier des attaques du M23 contre les FARDC et la MONUSCO, bien sûr, à compter de vendredi 25 novembre à 18h. Deuxièmement, respect absolu du prescrit des communiqués des conclaves des chefs d'État de la CAE, de Nairobi, avril et juin, et tout le reste. Et puis, après, c'est la poursuite du déploiement intégral de la force régionale de l'EAC. Ça, ce n'est pas encore fait. On a appris à Bujumbura que c'est peut-être une question de logistique, mais en tout cas, tous les contingents prévus au départ ne sont pas encore déployés. D. Intervention de la force régionale. Là, il faut bien saisir cette phrase. Et ce n'est pas la première version du communiqué qui n'était pas signée, ça c'est la version finale signée par toutes les parties. Intervention de la force régionale contre le M23, conformément au prescrit du processus de Nairobi et au rapport de la réunion des chefs d'État de la CAE qui s'est tenue à Bujumbura le 8 novembre 2022. Alors, quand on dit d'une force militaire qu'elle va intervenir contre un groupe rebelle considéré comme terroriste par le pays agressé,
c'est tout le contraire qu'on a observé ensuite. Et en tout cas, vous voyez que la décision de départ, c'est intervenir militairement contre le M23, conformément aux prescrits du processus de Nairobi et au rapport de la réunion des chefs d'état-major de la CAE qui s'est tenue à Bujumbura le 8 novembre 2022. Aujourd'hui, on veut faire dire à ce communiqué autre chose que ce qui était prévu. Alors, eux, retrait du M23 des zones occupées et sont remplis dans les positions initiales, conformément aux conclusions de la réunion extraordinaire des chefs d'état-major généraux, etc. Donc, parti, initialement, le Kenya va déployer ses contingents à Goma et ensuite à Bunagana, Rutshuru et Kiwanja lors du désengagement et le repli du M23 dans ses positions initiales de Sabinho du côté RDC. Le problème, c'est que les contingents kenyans n'ont pas pu se déployer puisque le M23 avait rejeté les conclusions de Luanda. Donc, une fois encore, ce n'est pas la RDC qui est en cause, ce sont les M23 qui n'ont pas respecté les décisions des chefs d'État. Ça veut dire qu'ils disent, ils peuvent dire, ils peuvent parler, ils peuvent signer, ils peuvent communiquer, mais ce n'est pas notre affaire. D'ailleurs, ils l'avaient fait au lendemain même du 23 novembre, et le président Kagame avait fait la même chose, les avait accompagnés dans ces déclarations négatives. Alors, très important, si le M23 refuse de se désengager et libérer tous les territoires qu'ils occupent actuellement, c'est-à-dire le 23 novembre 2022, les chefs d'État de la CAE instruiront la force régionale à faire usage de force. Vous avez bien entendu, Célestin? À faire usage de force pour les pousser à... Je suis en train de chercher à partager le texte, parce que je l'ai maintenant sous la main, je viens de le voir, pour essayer vraiment de le partager, pour qu'ils voient qu'on ne raconte pas n'importe quoi. Hein. Oui, oui, continuez. De toute façon, ils entendent ce que je lis. Hein. Oui, oui, oui. Je ne peux pas me ramener aussi au point de départ, ce sera difficile de poursuivre la lecture. Allez-y, allez-y. Oui. Voilà, donc, il était prévu que s'ils ne quittaient pas les territoires occupés dans les délais prévus, eh bien, les chefs d'État auraient dû, ils n'auraient pas dû attendre Bujumbura, comme c'est une situation d'urgence humanitaire, les gens meurent, et le M23 et le Rwanda continuent à poursuivre leur occupation du territoire congolais, eh bien, ils n'ont jamais été inquiétés, alors qu'ils devaient être forcés. Les chefs d'État devaient instruire la force régionale à faire usage de force pour les pousser à se soumettre. Aujourd'hui, on observe que certains pays de la région jouent, ils mettent toutes leurs forces pour que ce communiqué de Rwanda, en fait, perde sa valeur, en essayant de dire que les forces régionales n'étaient pas là pour combattre le M23, alors que c'est prévu dans le communiqué. Alors, création de conditions en vue de l'occupation des zones actuellement sous contrôle du M23 par la force régionale de l'Afrique de l'Est avec le soutien du mécanisme de vérification ad hoc. Ce soutien, le mécanisme de vérification, c'est celui en passant dans lequel on a finalement découvert qu'il y avait des officiers rwandais. Poursuivons. Cessation de tout soutien politico-militaire au M23 et à tous les autres groupes armés locaux et étrangers opérant à l'est de la RDC et de la région à jour moins un. Alors là, ils annoncent les FDLR FOCA, Red Tabara, ADF et les autres groupes armés opérant sur le territoire congolais devront déposer les armes immédiatement et engager leur rapatriement inconditionnel, selon les termes du processus de Nairobi avec le soutien de la MONUSCO, le mécanisme de vérification ad hoc et la force régionale de la CL. Alors ça, c'est jour plus 5. Donc, ça devait venir, ça doit venir après le retrait et le désarmement du M23. C'est clair dans le communiqué, ils ajoutent des délais. Jour plus 1, jour moins 1, jour plus 5. Et le désarmement et le cantonnement du M23 en territoire congolais, sous le contrôle, ça c'est important. Oui, c'est très important, oui. Le cantonnement du M23 en territoire congolais, sous le contrôle des FARDC, de la force régionale, et du mécanisme ad hoc de vérification avec la collaboration de la MONUSCO, jour J plus 5. C'est-à-dire que
on cite en premier les FARDC dans le contrôle du processus de désarmement et de cantonnement. Or, à ce jour, lorsqu'il parle de cette partie du processus, il ne cite plus que la force régionale pour exclure les FARDC, alors que les chefs d'État avaient donné mandat aux FARDC d'être en tête pour contrôler et forcer les M23 à quitter les territoires occupés. Et puis, donc, cela devait être suivi par le processus de retour des personnes déplacées, la reprise éventuelle de consultations politiques entre le gouvernement de la RDC et les groupes armés locaux, jour J+10. Et puis, le reste, c'est vraiment pour dire que le Congo devait quand même éventuellement prévoir des négociations avec les groupes armés locaux qui ne se battent pas contre l'armée nationale, parce qu'on ne peut pas mettre sur le même pied d'égalité les forces, que ce soit des forces négatives, on les appelle comme on veut. Prenons le cas des FDLR et le M23 de l'autre côté. Est-ce que le FDLR a supposé même qu'il soit mêlé à ça? Est-ce que les FDLR actuellement se battent contre les FARDC? J'aimerais bien que quelqu'un nous dise si oui ou non les FDLR sont impliqués dans la guerre contre les FARDC. Moi, je dis non, puisque je suis informé de la situation. Les FDLR ne sont pas partie prenante à cette guerre. Alors que les M23, de l'autre côté, eux, c'est déclaré, c'est assumé, ils disent qu'ils sont là pour combattre les troupes de l'armée nationale et pour défendre une partie de la population Tutsi menacée par un génocide ou par autre chose. En tout cas, ils sont en guerre, ils sont assumés et ils occupent un territoire de la RDC contre la volonté des autorités nationales, ce qui n'est pas le cas des FDLR. Les FDLR sont des réfugiés, ils peuvent être armés ou pas, mais ils ne constituent nullement une menace ni contre l'armée congolaise, ni même contre la sécurité du Rwanda. Le président Tshisekedi l'a rappelé à plusieurs reprises. Et donc, voilà, c'est ça, ce sont ces points que je tenais vraiment à souligner. Et je pense que c'est important. Aujourd'hui, même à Bujumbura, je suppose qu'ils ont dû revenir là-dessus. Certains chefs d'État, comme le président Museveni, ne voulaient pas que le M23 se retire, parce qu'il dit que ces rebelles se battent pour une cause juste. Justement, là, vraiment, on va entrer dans le vif du sujet qui nous concerne aujourd'hui. Vous avez très bien fait de rappeler, quand on parlait des accords de Luanda, qu'est-ce qui était contenu dedans. Là, vous avez très bien fait d'insister pour qu'on montre au-dessus de la Rumuri pour qu'ils voient ce qui était dedans. Vous avez même les signatures, c'est vraiment la version définitive, la version finale avec les paraphes des chefs d'État. Vous l'avez bien vu, et on a bien souligné, on a bien relevé ce qui était dedans, ces points qui étaient dedans. Donc, c'était très clair, très précis, que même avec les délais bien déterminés, jour plus 2, jour plus 1, plus 5, plus 7, on doit faire ça. Mais jusqu'aujourd'hui, il faut de constater que de tout ce qui a été énuméré ici-dessus, il n'y a rien qui a été mis en exécution. D'où alors le sommet de Bujumbura, le sommet de Bujumbura qui était visé, qui avait comme visée d'évaluer la mise en place justement des différents accords qui avaient été signés avant celui-là. Est-ce que, à votre avis, pourquoi est-ce que le Ndayishimiye a dû convoquer? C'est vrai que c'est lui le président de la East African Community pour le moment. Pourquoi est-ce qu'il a décidé de convoquer ce sommet? Et que quand on voit vraiment les gens, les présidents qui ont répondu présents à ce sommet, c'est que on peut dire que ce sommet était pris au sérieux, monsieur l'ambassadeur. Pas seulement ça, tout simplement, c'est que en tant que chef d'État, responsable quand même de la sécurité et de la paix dans la région, c'est aussi un des objectifs de la communauté est-africaine, ou la CEA, je ne sais pas. Eh bien, il voulait tout simplement assurer le suivi, parce que les chefs d'État, lorsqu'ils prennent des décisions,
il est important qu'ils assurent l'opération de suivi pour savoir où ils en sont. En réalité, on peut même dire que c'est un peu tard parce que vous avez vu justement dans l'accord de Luanda, il déterminait des délais. À mon avis, vers fin novembre, oui, c'est vrai, on va dire qu'ils ont réuni quand même les chefs des états-majors de leurs armées, mais ça ne suffit pas parce que ce n'est pas ces derniers qui avaient pris la décision à Luanda d'obliger ceci, parce que les termes utilisés par le communiqué de Luanda ne souffrent d'aucune confusion possible. C'est des termes très clairs. Alors, ayant constaté que le premier protagoniste qui devait commencer le processus se retirait, être désarmé et se retirer ou alors être forcé de retourner dans la région de Sabinho, le M23, en l'occurrence RDF, eh bien, il ne l'a pas fait. Retenons qu'en plus, ce qui est un élément favorable, je pense, à la RDC, c'est que depuis le communiqué de Luanda, la communauté internationale a montré qu'elle était déterminée, au moins théoriquement, à soutenir le processus de paix en RDC et qu'il soutenait aussi les deux processus de Nairobi et de Luanda. La plupart des pays du monde, de la communauté internationale, des grands pays, hein, ceux du Conseil de sécurité, les autres pays du Nord ou du Sud, ils ont tous exigé que le M23 se retire et que ceux qui leur apportent assistance et soutien de toutes sortes, militaires, politiques, diplomatiques, cessent de leur apporter ce soutien. Là, on parlait du Rwanda, en fait. Eh bien, entre-temps, Kagame a fait des déclarations, il a menacé, il a insulté, il a même commencé la procédure de revendiquer officiellement que la région occupée par le M23 est une province du Rwanda. C'est le ministre des Affaires étrangères du Rwanda qui l'a déclaré dans une longue rencontre avec le Parlement de notre pays. Et le M23, dans l'heure qui a suivi, a répété dans les mêmes termes exactement ce que venait de dire le ministre des Affaires étrangères, que c'était une région qui devrait être habitée par les Tutsis parce qu'ils étaient là depuis longtemps, qu'ils étaient représentants de l'ancien roi de l'époque, au moment où ils se sont installés sur cette région. Et ça aussi, ça a pu énerver beaucoup de gens, dont les chefs d'État qui avaient signé le communiqué de Luanda. Et donc, le président Evariste Ndayishimiye a organisé cette conférence au sommet extraordinaire, hein, parce que ce n'est pas une réunion qui a été prévue, c'est une réunion extraordinaire, pour justement faire le suivi. Et je crois que le sommet de Luanda avait l'avantage de jeter les bases pour le compte de la CIRGL et de l'Union africaine, alors que l'opération militaire même relève de East African Community. C'est comme ça que tout s'est passé le 4 dernier. C'était le 4, je crois, ou le 3, à Bujumbura. C'est le 4, oui, le 4. Voilà. Donc le 4 pour se poser des questions et essayer d'y répondre. Le problème, c'est que, peut-être qu'on va le voir tout à l'heure, il y en a qui reculent, qui essayent de vider le communiqué de Luanda de sa substance. Et on les connaît. D'abord, le président Kagame qui est là, il est toujours là pour signer au nom du M23. Mais ensuite, il ne fait rien pour essayer de montrer que son mouvement, le M23, a une quelconque volonté politique d'exécuter les décisions des chefs d'État. On ne le dit pas dans les communiqués, dans le communiqué de Bujumbura, que vous allez sans doute nous montrer et le lire, ne fût-ce que partiellement, pour nos auditeurs. Vous verrez que tout est gentil, tout est bon, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, comme si la réunion avait été une réunion calme entre frères, chefs d'État africains et sœurs. La présidente tanzanienne était là, mais en réalité, lorsqu'on le lit, on ne voit rien qui ait changé par rapport à Luanda, tant mieux, bien sûr, mais on aurait pu être avancé. Le Congo qui a des terres à récupérer au Justement, Rwanda et non le contraire. Pardon, je dois, c'était ça parce que je me proposais d'écouter un truc, mais ça, on va y revenir après. En fait,
moi, je voudrais vous poser une petite question de curiosité, ambassadeur. Vous qui avez occupé plusieurs postes, vous avez été ministre des Affaires étrangères, vous avez été ambassadeur, justement. Lorsqu'on dit un ministre sommet sont réunis à huis clos, c'est-à-dire que, je suppose qu'il n'y a que ces chefs d'État qui sont là, avec peut-être éventuellement leurs interprètes, et c'est tout. Comment est-ce qu'on arrive à savoir ce qui s'est dit à l'intérieur, à part le communiqué avec des mots diplomatiques, de style qu'on utilise après, mais lorsqu'ils se voient entre quatre yeux, le président Tshisekedi et Kagame, entre eux, l'un à côté de l'autre, avec le président tanzanien qui était là, le président burundais, vous pensez que ça se passe comment réellement? Peut-être que je ne vais pas vous demander d'être devin, mais vous qui avez été tout près de ces endroits, vous pensez que le courant est comment? Il est électrique? C'est comment? Ça se passe comment? Le climat est comment, à votre avis, monsieur l'ambassadeur? Dans des sommets comme celui-là, le climat peut être très électrique. Surtout lorsqu'on a quelqu'un comme Kagame, vous savez comment il fonctionne. Hein? S'il n'est pas d'accord, il risque d'exploser, d'être méchant et de menacer même. Sauf que dans le contexte de East African Community, je pense que Kagame n'est pas en mesure de menacer ouvertement. Il a affaire à des pays qui le connaissent. Mais ça peut aller très très loin, aussi bien dans le ton que dans les propositions, que dans le rejet des propositions. C'est-à-dire c'est vraiment à huis clos. Comme vous l'avez dit, non taxé, que les chefs d'État les interprètent et leurs conseillers éventuellement, ou les affaires étrangères, le ministre des Affaires étrangères. Vous savez, et les sommets à huis clos, c'est des sommets où vous voyez la traîtrise partout. Partout, des gens qui proposent ce qu'ils ne souhaitent pas faire adopter parce qu'ils ont déjà parlé à leurs homologues. Je suppose que Kagame et Museveni se parlent avant d'entrer dans la salle, hein, ou même avant même de quitter leur capitale. Je suppose aussi que les contacts qui se sont tenus avant le sommet pourraient être révélateurs si nous pouvions y avoir accès. Vous voyez, je prends deux exemples. Le président burundais, par exemple, Evariste Ndayishimiye. Quand vous le voyez comme ça dans la salle, ou alors quand il embrasse tous les chefs d'État, on a l'impression qu'il est proche de tout le monde. Il embrasse tout le monde, 2 fois parfois, 1 fois selon... Et ce n'est pas nécessairement ceux qu'il embrasse à 2 tours qui lui sont proches. Mais il le fait parce qu'il sait qu'il y a des caméras, parce qu'il sait que sa neutralité en tant que chef d'État en exercice de la communauté, il doit faire montre de beaucoup de neutralité et de positivité. Alors, la présidente de la Tanzanie, elle est égale. Partout où je l'ai vue, elle est toujours égale. Elle a toujours des humeurs égales, avec un sourire permanent. Kagame est plus excité. Kagame, c'est facile de lire à travers son langage du corps, le body language. On peut savoir ce que Kagame a vu, a entendu et ce qu'il en pense. Et généralement, dans des réunions où il est avec les autres chefs d'État, quand c'était un contexte où il apparaît qu'il soit le trouble fait, parce que c'est bien le terme, il a toujours eu des problèmes avec tous les chefs d'État qui sont dans la région. Museveni, même s'ils sont complices sur certaines choses, mais on a tort parfois de minimiser l'écart de position entre le Rwanda et l'Ouganda. Parce qu'aujourd'hui encore, le président Tshisekedi, plutôt le président Kagame, son ministre Biruta, le général Kabarebe, à 3 reprises, voire plusieurs reprises, ils se sont défendus d'être seuls en RDC. Kabarebe a dit ouvertement à Luanda, il a dit, mais vous savez, on n'est pas seul, hein. Il y a le
le président ougandais, il y a l'armée ougandaise, il y a le soutien de l'Ouganda au M23. Biruta a quasiment dit la même chose, justement, à la réunion de Kigali récemment. Kagame le répète souvent. Ce n'est pas une gentillesse particulière à l'égard de leurs grands voisins. Mais ils font le malin. On a l'impression que c'est comme s'ils ne se connaissaient même pas lorsqu'ils sont à une conférence comme celle-là. Alors que le président du Kenya, c'est le tout jeune nouveau, c'est le tout dernier, c'est le dernier nouveau qui semble se détacher, qui a le sourire, comme s'il n'y était pas. Mais je suppose quand même que, étant donné le rôle que le Kenya joue dans ce conflit, vous avez vu d'ailleurs, il y a vous l'avez montré, la scène où le président Tshisekedi essaie de tenser, ou tense carrément le général kenyan. Oui. J'avais une question à ce propos. J'aimerais vraiment que vous donniez votre point de vue. Lorsqu'on voit vraiment le chef d'État, Tshisekedi, qui dit ouvertement, hein, et ça, quand il dit ça, il fait allusion aux manifestations qui ont eu lieu à Goma, notamment, qui condamnaient carrément la présence même de cette arme, de cette force de l'EAC, d'ailleurs, qui, d'un côté, qui ne se met pas en place comme ça a été prévu par des mais d'autre côté, je crois que je voulais partager la journée morte. Mais c'est tellement important cette scène-là parce que le président Tshisekedi l'a fait exprès, je suppose, même s'il n'y avait pas une presse autour invitée à cela. Et la presse a des micros. Donc, ils ont enregistré ça. Si le président Tshisekedi n'avait pas souhaité qu'on enregistre ça, il l'aurait dit aux journalistes, écoutez, éloignez-vous, je parle avec mes frères. Oui. Or là, j'aimerais quand même vous partager un tout petit peu pour voir ce qui s'est passé à Goma, justement, un tout petit peu sur lundi 6 février 2023, pour que c'est un fait de 2 minutes seulement, comme ça on va faire le lien entre ce qui se passait dans la rue à Goma et ce qui s'était dit justement avant. Mais il faut pas y mettre, il n'y a pas de lien de cause à effet parce que j'ai entendu plusieurs chaînes de télévision congolaises, surtout de l'opposition, disent que c'est une erreur, que c'est à cause de lui que les gomatriciens ont marché, que c'est lui qui leur a inspiré l'idée. Ce n'est pas vrai, au contraire, ils avaient prévu ça depuis longtemps. Longtemps, ça, il faut bien le souligner, effectivement. Ce n'est pas une maladresse. Il a voulu montrer au monde que, pour finir, les forces kenyanes et les autres avaient pour mission de neutraliser les M23. Et il l'a dit au général kenyan, qui n'a pas dit non. C'est le président Tshisekedi lui-même qui est allé chercher le président kenyan pour qu'il vienne entendre. Oui. Et ne me dites pas, comme certains, que le président Tshisekedi n'a pas le droit de parler au général kenyan. Il s'agit de la sécurité du Congo. Il a le droit de parler, comme il l'avait déjà convoqué ou invité à Kinshasa, ils se connaissent. Et il lui a dit, écoute, c'est comme s'il lui disait, ben, ce qu'on a dit à Kinshasa, tu ne l'as pas fait. Voilà, au lieu de nous aider, vous semblez aider le M23. Voilà, j'aimerais quand même qu'on regarde un tout petit peu ce qui s'est passé dans la rue et puis on reviendra sur. Parce que c'est très important d'apporter tous ces éclaircissements, comme ça on comprend beaucoup mieux. Regardons. Oui, il faut juste commettre le son. La journée ville morte s'est transformée en marche pacifique de toute la population. C'est aux environs de 2h et 5h du matin que les habitants se sont réveillés sous une forte tension. Les artères principales étaient barricadées par deux pierres dans les 2 communes de la ville de Goma, ainsi qu'aux environs de Kiissi, dans les territoires de Nyiragongo. Pas de circulation de véhicules, excepté des taxis-motos qui empruntaient la voirie publique en toute difficulté. Au quartier Katoy, Ndosho et Majengo, les mouvements de la population étaient visibles sur la voirie urbaine, scandant des chansons horribles contre Paul Kagame et les contingents kenyans de la force régionale de l'EAC.
avec des fouets en main et des cercueils vides se manifestant, s'indignaient contre l'agression de la RDC par le Rwanda. Boutiques, magasins et quelques établissements primaires, secondaires et universitaires n'ont pas ouvert leurs portes. Le marché central de Goma, terrasses, alimentation et bistrots, dans certains coins, n'ont pas mené leurs activités au quotidien. Cette situation fait suite à des manifestations populaires annoncées par les mouvements citoyens du Nord Kivu, contestant l'inefficacité et la complicité de la force régionale des États membres de l'Afrique de l'Est dans les tracts des terroristes rwandais du M23. Cette série des actions de la population a débuté ce lundi par une semaine de journées ville morte et qui ira du 6 au 12 février 2023. S'ils ne veulent pas qu'ils retournent chez eux, nous voulons aussi que la MONUSCO se batte aux côtés de notre FARDC. S'ils ne veulent pas qu'ils retournent chez eux, nous en avons marre de la complicité de la communauté de l'EAC, aussi de la MONUSCO de notre pays. Ils sont venus ici pour défendre l'intérêt territorial, mais ils sont en train de faire les choses qui ne vont pas vraiment. Il faut que l'EAC puisse partir chez eux parce qu'on ne voit pas l'importance de l'EAC. En tout cas, on ne voit pas l'importance. Surtout, nous disons à l'auteur, la personne qui a amené l'EAC ici, ces gens sont encore au pouvoir. Ce sont eux qui ont amené ces étrangers lourdement armés qui ne font rien dans notre pays. Aucune présence de la police n'a été signalée durant les manifestations en colère des habitants et s'est plutôt déployée pour ouvrir la circulation avec peine suite aux grosses pierres déposées sur la chaussée. Pas d'arrestation malgré des cas isolés de vandalisme de quelques habitations. Donc, vous voyez que vraiment la population commence à vraiment à en avoir assez avec, d'abord, d'un côté, tout à l'heure, nous avons parlé des accords et de ce qu'on avait décidé à Luanda, que si jamais au jour J plus 5, que si le M23 n'avait pas déposé les armes, que ce n'était pas retiré, que cette force qu'on a de mettre en place devrait intervenir contre le M23. Donc, ça ne s'est pas passé. Nous sommes maintenant, ces manifestations qu'on observait a eu lieu le 6 et on a entendu dans le reportage que la population prévoit de faire, elle avait déjà déposé, comme vous l'avez très bien souligné d'ailleurs, qu'ils prévoyaient depuis avant le sommet, qu'ils allaient continuer jusqu'au 12 février au moins. Donc, c'est une action qui a été déjà prévue de longue date, consécutivement à la non mise en place des accords de Luanda. Donc, c'est la population qui commence à prendre en main la situation, qui commence à revendiquer leur droit de réclamer la sécurité dans leur région. Donc, j'aimerais vraiment, vous avez déjà commencé à parler de la façon dont le président Tshisekedi on va dire, à rappeler à l'ordre, si je peux utiliser le mot, du moins à rappeler en tout cas au chef d'état-major de la force de l'EAC, qu'ils puissent remplir le rôle pour lequel ils sont venus à Goma, tout simplement. J'aimerais vous laisser continuer à faire le commentaire que vous avez commencé, monsieur l'ambassadeur. C'est ça pour la parole. Et merci d'avoir passé cet élément. Et bravo à Chikuru qui a fait ce reportage, hein, parce qu'il fait du bon boulot. Oui. C'est un journaliste professionnel, vraiment. Alors, comme vous l'avez compris aussi, dans le discours de ces jeunes manifestants, il ne s'adresse pas qu'au contingent kenyan, il s'adresse aussi aux autorités congolaises, au président Tshisekedi. Ils disent ceux-là qui sont au pouvoir, qui les ont amenés ici. Ça nous révèle une chose que nous, Rwandais, ne connaissons pas. Tintin au Congo, c'est fini. C'est fini. Les citoyens congolais sont décidés à prendre leur vie en main et leur avenir. Vous voyez, ce sont des jeunes. Au Rwanda, on ne peut pas avoir une manifestation comme celle-là. Jamais. Le Congo démocratique est résolument dans le sillage des pays démocratiques, de quelques pays démocratiques d'Afrique. C'est clair et net, et il y a une opinion publique au Congo.
il faut qu'on le remarque. Tintin au Congo, c'est fini. Ils ne vont pas se satisfaire de la moitié d'un chapeau qu'on va leur découper. Voilà, tu prends le bas du chapeau et l'autre prend le bas. Non, c'est fini là-haut. C'est fini ça. Le M23 devrait lire à travers ces mots et gestes de la population congolaise. On a l'impression que ces jeunes gens-là sont prêts à se battre, à donner leur vie pour la souveraineté et l'intégrité territoriale de leur pays. C'est l'impression que moi, ça me donne. Il est vrai que le M23 utilise la force, et la force des armes, et s'ils arrivaient à Goma, ces gens-là du M23, imaginez ce qu'ils pourraient faire par rapport à ce qui s'est passé à Kishiché, à Rutshuru, à Masisi et ailleurs. Tous ces jeunes mourraient, ils seraient exécutés par le M23. Parce que le M23, c'est Kigali, le M23, c'est l'armée rwandaise qui ne peut pas se satisfaire de voir des jeunes manifester et éventuellement dire le contraire de ce que eux, ils ont reçu, l'armée rwandaise, de ce qu'ils ont reçu comme ordre de la part de Kagame. Donc ça, c'est très important à savoir et à intégrer dans notre mode de raisonnement. Deuxième chose, le président Tshisekedi, avant d'aller à la conférence de Bujumbura, on peut penser qu'il avait déjà reçu le même message que les jeunes ont dit au monde dans les manifestations d'hier matin. Tshisekedi avait sans doute déjà eu un message clair de la part des habitants de la ville de Goma. Vous avez vu d'ailleurs que les militaires, même si la police n'est pas venue pour les interrompre, pour arrêter la manifestation, ils ne pouvaient pas. Les jeunes l'avaient dit, si la police nous empêche de manifester, elle aura pris ses responsabilités, nous allons réagir en conséquence. Et donc, c'est l'armée. L'armée les a accompagnés. On a vu des jeeps à côté des manifestants, des militaires en train de soulever leurs bras pour quasiment soutenir la marche des populations civiles et de la société civile. Eh bien, donc, il faut qu'on sache, qu'on soit conscient que Kagame, il peut lancer ses troupes sur Goma, faire tout ce qu'il veut, mais en sachant que ça ne s'arrêtera pas là. C'est question de choix, ou bien il veut la paix, ou alors il veut une guerre ouverte. Oui, vous avez souligné qui m'a interpellé en tant que Rwandais, moi, parce que nous, tous les deux, nous sommes Rwandais. Lorsque nous avons connu, j'aime bien de faire un certain parallélisme entre ce qui s'est passé chez nous et ce qui s'est passé ici. Au Rwanda, dans les années 92, 93, 91, fait 91, 92, nous assistions aux manifestations, justement, parce qu'on avait ouvert vraiment l'espace politique qui avait des partis politiques d'opposition. Nous avions assisté à certaines manifestations qui étaient contre les MND et d'autres qui étaient pour le MND. Mais pour le moment, nous assistons à un phénomène qui est un peu différent. C'est comme si toute la population congolaise connaît l'agresseur. Il n'y a pas d'ambivalence. Parce que lorsqu'on observe les discours par exemple, de M. Biruta, par exemple, ou même de Kagame lui-même, il dit que les Tutsis sont menacés, sont en train d'être génocidés. Ce mot existe. Mais non. Et ils disent, j'ai eu il y a 2-3 semaines ici en train de la dire au Mouli, un Congolais qui me disait non, les Tutsis sont à Goma, ils tiennent leurs boutiques, ils font leurs affaires. Qu'on ne vienne pas nous raconter que les Tutsis sont en train d'être génocidés, d'être tués. Non, c'est pas vrai. J'ai même vu des témoignages de Tutsis. Oui, de Tutsis, des rwandophones congolais, Tutsis, qui disaient que non, que ça, c'est pas vrai, ce que la campagne de Kigali raconte, que c'est pas la vérité. Donc, j'aimerais vraiment que vous nous expliquiez, nous faisant un genre de parallélisme entre ce que nous avons connu au Rwanda dans les années 91, 92, est-ce que nous connaissons à ce phénomène auquel nous assistons au niveau de la population en RDC, Michel Amadou. Est-ce que vous voyez une différence, vous, comme moi, je la vois? Il y a une grande différence parce qu'à l'époque, au Rwanda, il n'y avait pas de société civile établie et connue comme telle. Oui. Entre 90
et 94 pendant la guerre du FPR contre le gouvernement de Kigali, la société civile, c'était quelques personnes qui relevaient, documentaient les atrocités, c'est comme ça qu'on disait à l'époque, contre des citoyens paisibles, des assassinats ou des violences, tout ça. Eh bien, au Congo, la société civile fait partie du paysage et elle a pratiquement la même force que les partis politiques, sinon plus même. Vous connaissez l'organisation de la Lucha, dont certains aujourd'hui commencent à penser qu'elle est peut-être influencée par Kigali. Moi, je n'y crois pas. Ce sont des jeunes qui sont prêts à donner leur vie pour défendre leur pays. C'est vrai qu'ils ne disent pas toujours la même chose que le gouvernement, mais ce n'est pas leur objectif. Ils sont de la société civile. Ils sont prêts au sacrifice suprême pour défendre Goma et pour défendre le reste de la région. Maintenant, face à des fous armés, des criminels qui n'ont pas froid aux yeux, qui ont déjà mis leur action au service du crime international. Parce que la plupart de ces jeunes ou de ces vieux du M23, ce sont des anciens militaires du FPR, il faut le dire, qui sont retournés au Congo pour certains en 1996, ensuite qui ont fait partie du RCD, du CNDP, et après du M23, ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes, et donc ils n'ont pas peur de tuer, parce qu'ils savent que de toute façon, quelque part, ils ont un parrain, Kagame, qui lui-même n'a jamais été inquiété pour les crimes qu'il a commis dans la région. C'est cela. Mais la société civile congolaise existe, et je pense que de plus en plus, elle fait cause commune avec l'action des FARDC, et ça c'est important. C'est le soutien du peuple en faveur donc de FARDC. C'est ça qui compte aujourd'hui. Même si par-ci par-là, il y a encore des criquets, des sauterelles qui veulent, pour des raisons qui leur sont propres, qui veulent faire la différence, qui travaillent en réalité pour l'ennemi de leur pays sans le savoir. Moi, je crois que c'est le moment ou jamais pour les Congolais de faire preuve et de le montrer, parce que les jours à venir ne sont pas nécessairement voués à... Je crois qu'il y aura des situations négatives. Le M23, l'armée rwandaise, essaye, aujourd'hui c'est connu, d'entrer par Bukavu et Kamanyola. Ils veulent prendre Sake pour contourner et descendre vers Bukavu. Tout ça pourquoi? Pour poursuivre justement la tâche de créer un empire dévoué à leur cause. Mais on n'est plus en 1996 aujourd'hui. Justement, en parlant de cet empire du Toman, lors de notre émission de mardi passé, vous nous aviez parlé parce qu'on avait parlé de la mise en question des frontières, comme quoi le Burundi, le Rwanda, je veux dire, ne reconnaissait pas tellement les frontières. Tout à l'heure, j'étais en train de mettre frontières héritées de la colonisation. Frontières héritées de la colonisation. J'avais un petit élément que je voudrais vous faire partager pour le moment. Je pense que je vais y arriver à le récupérer. Je ne sais pas où je l'ai mis. Je l'avais mis de côté, où il y a un expert qui pense la même chose que vous, M. l'ambassadeur, qui disait que si jamais le Rwanda commençait à jouer à ce jeu et que ce serait finalement, que ça risque de se retourner contre le Rwanda, que finalement, ce n'est pas la RDC qui va dire, qui a les territoires rwandais, qui devait restituer, rétrograder, rétrocéder les territoires au Rwanda, que c'était juste le contraire. Vraiment, j'étais un peu étonné de voir qu'il y a quelques recherches qui montrent que finalement, si on voulait jouer à ce jeu, et que c'est le Rwanda qui perdrait, monsieur l'ambassadeur. Si longtemps que je cherche cet élément, j'aimerais quand même avoir votre point de vue, parce que
J'étais étonné de voir quelqu'un qui pense la même chose que vous, monsieur l'ambassadeur. C'est pas qu'il pense comme moi. C'est moi qui me suis inspiré de ces publications. Il faut être honnête. Moi, je savais socialement, sociologiquement, j'ai parlé de la partie du sud-ouest du Rwanda, de Tchangougou en l'occurrence. Oui. D'ailleurs, vous savez que même à Kigali, souvent, les autres Rwandais nous appellent des Bachis. Ça, c'est connu. Et une grande partie des zones, c'est des gens qui parlent Machi, c'est-à-dire la même langue qu'à Bukavu, dans la zone Bashi. Eh bien, l'histoire, parce que le professeur Ndawel, c'est un historien, c'est un professeur émérite de l'Université de Kinshasa, qui a fait sur cette partie de notre histoire commune. Effectivement, si on revient à la véritable histoire, qui n'est pas celle que Kagame et Biruta veulent faire passer. C'est le Congo qui a des terres à récupérer. Attendez, je vais vous partager ça. Ça m'a interpellé vraiment lorsque j'ai vu ça. Non, c'est l'histoire. Hein. Vous allez, puisque vous êtes en Belgique, si vous allez aux endroits pertinents, je vais vous envoyer des adresses. Oui. Tout ça avec les cartes. Vous saurez où vous étiez. Bon, vous êtes peut-être du Rwanda central, vous étiez donc dans le royaume du Rwanda. Oui. Nous, on n'était pas là. Au début du siècle dernier, nous n'étions pas dans ce pays-là, le Rwanda. Donc, c'est les Allemands et les Belges qui se sont arrangés pour nous mettre dans l'empire allemand de l'époque. Oui. Mais sinon, avant... Vraiment qu'on regarde un tout petit peu ça et qu'on voit cet expert, monsieur vous avez la carte, tu dis ça, j'aimerais vraiment qu'on regarde un tout petit peu. Ça prend 2-3 minutes et puis on va revenir pour commenter ça. Regardons ensemble. Congo qui a des terres à récupérer. C'est le Congo qui a des terres à récupérer au Rwanda et non le contraire. Une contre-vérité. Le Congo est à la base de la réduction de l'espace du Rwanda. Il existe un mythe du grand Rwanda qui s'est développé dans la région et qui, depuis la fin des années 90, nourrit un imaginaire susceptible de pérenniser le climat de violence existant. À partir de la manipulation des mythes anciens, on prétend qu'il aurait existé naguère un grand Rwanda qui englobait les espaces actuels du nord et du sud Kivu, et que ce grand Rwanda aurait été combattu puis réduit à des portions congrues lors des conquêtes coloniales. Cette nouvelle situation aurait été adoptée par la conférence de Berlin, puis après les indépendances par le deuxième sommet de l'OUA en 1964 qui a opté, comme vous le savez, sur le principe de l'intangibilité des frontières. On comprend alors que cette soi-disant reconstitution du passé puisse alimenter des velléités hégémoniques du présent en vue de l'accaparement éventuel d'une partie des terres congolaises. En ce qui concerne la frontière rwando-congolaise, si on peut passer la carte suivante, la situation ne souffre d'aucune ambiguïté. S'il faut revenir à la première carte de la région du 1er août 1885, c'est le Congo qui a des terres à récupérer au Rwanda et non le contraire. Car sur cette carte initiale, si vous pouvez bien regarder ce coin-là, sur cette carte initiale, la partie occidentale du Rwanda était congolaise. Est-ce que vous pouvez agrandir cette carte? Du comte allemand von Godsen, faisant la découverte du lac. Justement, je voulais agrandir pour qu'on regarde mieux, mais qui permit la réouverture des négociations qui aboutirent à la signature de la Convention du 11 août 1910 avec l'Allemagne, fixant la frontière actuelle avec le Rwanda et le Burundi. Par cette convention, qui adopta un nouveau tracé allant du mont Sabinyo au Tanganyika, le Congo perdit une partie de ses terres au profit du Rwanda-Burundi. L'instrumentalisation de l'histoire des conquêtes rwandaises au XIXe siècle
est également une accumulation de malentendus et même d'erreurs. L'allusion concerne toujours le règne de Kigeri IV Rwabugili, un roi, le roi qui était en place entre 1867 et 1895. Avec ses 8 armées, ce roi aurait organisé 13 campagnes militaires à la base de l'extension et de la centralisation du royaume du Rwanda. Mais certaines de ces campagnes furent de simples expéditions de razzia pour s'emparer de l'ivoire, comme dans les forêts du pays de Tembo, sans être suivies d'une annexion effective. De même, toutes ces campagnes ne furent pas toujours couronnées de succès, comme dans le sud contre le Burundi ou encore contre... Donc, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez laisser la suite? C'est le Congo qui a des terres à récupérer au roi, qui ne furent pas toujours sans être suivi d'une annexion effective. De même, toutes ces campagnes ne furent pas toujours couronnées de succès, comme dans le sud contre le Burundi ou encore contre... Voilà. Donc, vous voyez que déjà, ce qu'il dit ici, c'est très important. Nous, les Rwandais, qui savons ce qu'on a appelé Udutero Shuma à Kinyarwanda, ce qu'il a appelé le razzia, justement, ça c'est... Et nous savons l'histoire que nous a appris. Et même quand on voit ce même roi Wigiri, lorsqu'il essaie de conquérir chez vous d'ailleurs, chez vous, il n'est jamais arrivé à conquérir votre région natale, jamais. Et je me rappelle bien, allez écouter la chanson de Gihura ou de Gihura Polinaire ou d'Aro de Sebatunzi. Quand il racontait ses faits avec un certain, ça s'appelle comment encore là, celui qui le challengeait là. Il y avait Roi Bugiri et notre, j'ai oublié son nom, il va revenir, qui lui disait, vous êtes roi, mais moi je suis quand même un homme, je suis un homme respectable, ne me prends pas pour un petit, c'est pas si je voulais prendre ton royaume, ça c'est notre histoire, mais c'est pour revenir aux choses sérieuses, c'est que vraiment, il a eu du mal à conquérir même le Wushi. Et quand on dit le Bunyabungo, le Wushi, c'est chez vous, c'est le Kyangougou actuel. Une partie de la province du sud actuel, mais qui ne faisait pas partie du Rwanda à ce moment-là. Et là, vraiment, cet historien nous montre clairement ce que, si jamais le Rwanda commençait à jouer à ce jeu, de se dire, il faut expliquer à ceux qui ne comprennent pas la langue nationale du Kinyarwanda que le mot même, le mot Rwanda, ça veut dire un pays qui doit s'étaler, qui doit aller, qui n'a pas de frontières en fait. Voilà, qui n'a pas de frontières. Il y a des fois où je fais des blagues avec mon ami François Munyawagisha qui est au Canada. On dit, mais même mon petit frère qui est au Rwanda, il me dit, au Rwanda de chez vous en Belgique. Donc, il pense que même si en Belgique, c'est le Rwanda, le Canada, c'est le Rwanda. Donc, le Rwanda, c'est un pays qui doit s'étaler sur toute la planète. C'est un pays qui doit, être, enfin, je ne sais pas comment vous avez trouvé les mots pour bien expliquer ce que veut dire le mot Rwanda. Direz-vous? Rwanda, c'est-à-dire, c'est même la capitale, le Rwanda, Kigali, ça veut dire un pays vaste, qui n'a pas de frontières. Donc, c'est un pays qui a comme capitale Kigali. Est-ce qu'ils ont fait exprès? Vraiment, j'aimerais vraiment que vous expliquiez que ce mythe qui est dans la tête de ces gens, comme quoi le Rwanda doit aller conquérir le Congo, conquérir toute l'Afrique, que c'est vraiment un mythe. Est-ce qu'ils vont y arriver? Je ne sais pas. Je vous laisse un grand mythe qui est suicidaire parce que, en fait, l'extrait que vous avez montré du professeur Ndawel, à la suite de ce qu'il a dit là, parce que moi j'étais présent quand il a donné cette conférence, c'est le fameux colloque de Paris le 9 mars 2020, auquel d'ailleurs j'ai participé, où j'ai fait aussi un exposé. Eh bien, il continue en disant que le roi Rwabugiri a disparu dans des conditions tragiques, parce que lui pense qu'il était malade et qu'il a été
ramené au Rwanda pour mourir au Rwanda, non. Il a été blessé par une flèche ou une lance lancée par un combattant Mouchi. Et il a été très, très vite ramené au Rwanda par une barque. Vous voyez le lac Kivu. Oui. Ils ont traversé et le roi a été enterré à Nyamasheke. C'est là qu'il est mort. Il n'est pas mort tout seul, il n'est pas mort par maladie. Il a été tué par les combattants Bashi qui ont pourchassé l'armée rwandaise. Et à l'époque, c'était, disait-il, une armée invincible. Eh bien, moi, je voudrais dire au président Kagame que s'il ne veut pas finir comme Gwabugiri, il devrait éviter d'attaquer Bukavu, de prendre Goma. Il doit éviter de continuer cette guerre contre le Congo. Il faut absolument qu'il ait... Alors, autre chose, parce que l'histoire, elle est là pour être enseignée et pour être comprise par ceux qui ne la connaissent pas. La région de Tchangougou, de Kinyaga, elle n'avait pas les mêmes frontières actuelles elle-même. Jusqu'en 1920, il y avait des royaumes au sein du Kinyaga qui ne faisaient pas partie du Rwanda du Mwami. Jusque dans les années 20, le Bukunzi et le Busozo. Il a fallu que l'ancien chef local, enfin provincial, Rwagataraka, c'est lui qui a fait intervenir les Belges, qui étaient déjà au Rwanda depuis 1916. Et ce sont les Belges, l'armée belge, avec l'armée de Rwagataraka, c'est eux qui ont attaqué le Bukunzi et le Busozo, les vaincre et finalement les incorporer, les deux provinces, dans le Rwanda actuel. Cette partie ne faisait pas partie du Rwanda, même pendant l'époque allemande. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il vaut mieux respecter les frontières héritées de la colonisation, si on veut la paix. Parce que si on va trop loin, vous savez, les enfants, les petits-enfants de ces chefs qui ont été tués ensuite par les Belges et l'armée du Mwami, il y a un qui est mort en prison, les enfants, des crimes innommables dans cette région. Ils ont encore de la famille. Si on commence à déchiqueter, à couper le Rwanda, à charcuter le Rwanda, ou à vouloir l'étendre sur le territoire de nos frères congolais ou des Ougandais, parce que Biruta a parlé aussi de l'Ouganda. Et bientôt, ce sera le Burundi. Voyez-vous, on risque d'aller trop loin, et je pense que les Congolais ont compris qu'on ne peut plus. On ne peut plus s'amuser à ce jeu-là de conquête royale de l'époque. Quand même, n'est pas un roi. Il n'y a plus de petits roitelets dans la zone du Kivu. Ce sont des provinces qui dépendent de Kinshasa, où il y a un pouvoir centralisé qui est prêt peut-être à faire front à Kagame. Donc, il faut vraiment qu'on fasse attention à cet aspect des choses. Enfin, on en parlera, on a un projet de parler encore de cette question dans un autre cadre. Oui, c'est certain, on va en reparler parce que c'est un sujet brûlant, c'est un sujet qui va continuer à préoccuper les gens qui habitent la région. Mais surtout, le problème, c'est que dans toutes ces visées hégémoniques, c'est la population qui en pâtit, c'est la Béosie qui meurt. Je voyais récemment à la visite du pape, j'en ai touché un mot tout à l'heure, où vraiment les gens qui donnent leur témoignage, les femmes qui sont violées, les gens qui sont massacrés, c'est ça le problème, vraiment. Le problème, c'est ça. Donc, je voulais quand même vous donner quelques considérations des auditeurs qui nous suivent en direct, qui nous ont de donner leur point de vue. Il y a un qui dit, qui se nomme DR, qui dit « Je ne vois aucun problème d'élargir le Rwanda parce que le Congo est gigantesque. Il faut partager pour bien vivre tous. » Et il y a un qui dit, il a même donné un autre point de vue en Nyarwanda, il disait, si je traduis en français, il disait que il faut absolument que le Kivu appartienne au Rwanda le plus vite. Et le Rwanda, vraiment, il faut qu'il fasse vite pour que le Kivu appartienne au Rwanda aussi. Et il y a un autre qui a répondu, je vois qu'il a un drapeau Nzorokata qui dit quel serait l'intérêt de modifier la frontière, sachant que toute l'Afrique était découpée sans le consentement des habitants.
à moins qu'on ait un projet hégémonique en mettant KO toute l'Afrique. C'est ça. Lui, il dit vraiment, ou bien on doit enlever carrément les frontières pour attaquer le petit Rwanda, pour attacher. Ou alors on va enlever les frontières, carrément les frontières, puis attacher le petit Rwanda au Congo. Comme ça, nous, on aura un gouvernement fédéral à Kinshasa et où le Rwanda sera l'une des provinces du Congo. On voyait que les auditeurs ont donné vraiment de donner leur point de vue. Vraiment, j'aimerais que quand même vous nous disiez votre point de vue. Parce que lorsqu'on observe l'évolution de cette situation que nous vivons pour le moment, où des millions, là vraiment, j'aimerais vraiment qu'on y revienne à chaque fois qu'on est à l'antenne. Parce que ce n'est pas des centaines, ce n'est pas des milliers, c'est des millions de gens qui meurent. Et là, on parle des morts, mais on ne parle pas assez d'autres victimes collatérales, les gens dont les propriétés ont été décimées, les femmes violées, c'est très important. Là, vraiment, à chaque fois, je reviens sur le combat du docteur Mukwege, parce qu'on parle de la guerre, oui, il y a des bombes qui tombent, il y a des gens qui meurent, mais à côté, il y a des femmes qui sont violées, il y a des enfants qui n'ont pas leur père, il y a des enfants qui sont là, il y a des victimes de cette guerre qui sont comme des victimes à long terme, qui continuent à être... Oui, quand on est mort, on est enterré, c'est bon. Mais les victimes collatérales, on n'en parle pas. Donc, cette guerre est en train vraiment d'entraîner des conséquences qui vont durer dans le temps. Monsieur l'ambassadeur, j'aimerais vraiment qu'en clôturant l'émission d'aujourd'hui, parce que comme on l'avait dit, on va y revenir. C'est certain qu'on va en reparler encore, parce que c'est un sujet qui ne va pas se terminer demain. La preuve, c'est qu'il y a tellement de sommets qui soutiennent, un sommet après l'autre sommet. On va y revenir dans les jours à venir, mais j'aimerais quand même qu'on clôture aujourd'hui en soulignant cet aspect des victimes dont on ne parle pas souvent, dont on ne parle pas assez. D'autres victimes collatérales, des victimes vraiment qui sont, c'est nous on appelle ça des morts vivants, qui sont morts mais qui sont vivants, et vraiment, qui doit vraiment être, qui doit interpeller notre conscience, monsieur l'ambassadeur. Vous savez, comme vous, je suis de nationalité rwandaise d'origine. J'aime mon pays, mais je déteste ces petits roitelets qui veulent s'engager dans des aventures de manière égoïste, qui veulent conquérir des terres appartenant à autrui. J'ai vu, comme vous, le message du téléspectateur qui dit « Où serait le mal si le Kivu devait être annexé par le Rwanda ?» Oui, mais où serait le mal pour qui? Est-ce que les populations congolaises du Kivu l'ont demandé? Il faut savoir que parfois on oublie une chose aussi. Nous disons en expliquant, pour expliquer pourquoi Kagame et son régime, et non pas les Rwandais, le président Tshisekedi l'a bien précisé, le président Kagame et son régime diabolique veulent absolument occuper une partie du Kivu, ou tout le Kivu d'ailleurs. Ce n'est pas que pour piller les richesses du Congo. Bien sûr, il y a ça. Piller, s'enrichir, éventuellement en faire profiter ceux qui les ont aidés dans ces guerres. Mais nous oublions une autre chose. De plus en plus, le Rwanda voit sa nudité tomber. C'est-à-dire que même ceux qui, il y a quelques années, les soutenaient encore, ceux qui étaient vraiment inconditionnels derrière le Rwanda, les États-Unis, la France, pendant un temps et puis un autre, la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni donc, et certains autres pays, même ceux-là, commencent à se poser des questions parce qu'ils voient que le Congo de Tshisekedi, le Congo des Congolais d'aujourd'hui, ce n'est plus celui de l'époque de Tintin au Congo. Et donc, ils se disent, pourquoi ne pas construire des relations de confiance avec le peuple congolais?
Pourquoi ne pas d'ailleurs poursuivre les auteurs des crimes commis contre ce peuple, que ce soit le régime de Kigali, que ce soit les autres, ceux qui ont participé au massacre documenté par le rapport Mapping. Vous avez cité le docteur Mukwege qui les dénonce tout le temps, mais aussi le président Tshisekedi, les autres politiciens congolais. Et Kagame se dit que ce serait peut-être le moment de mettre fin à tout ça, d'occuper la zone où il y a les sites de ces massacres. Parce que la plupart des crimes qui sont contenus, documentés dans le rapport Mapping, c'est dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et donc, on ne doit pas oublier cet élément. C'est pourquoi, tout en condamnant Kigali des agressions répétées multiples qu'il a lancées contre le Congo, il faut poursuivre le plaidoyer pour la justice dans notre région. Il faut que tout ça soit ensemble. Moi, j'aimerais bien que le président Tshisekedi, s'adressant aux Congolais ou à la communauté internationale, s'adressant à la région, rappelle quand même que Kagame est l'auteur de crimes de guerre, a été le crime, qu'il a commis des crimes contre l'humanité, qu'il a commis des crimes pouvant être considérés comme un génocide. C'est dans le rapport Mapping. Ça ne va pas en faire un ami, parce qu'il n'est pas un ami de toute façon. C'est un ennemi déclaré, juré, qui est prêt à aller au bout de sa logique. Donc, il faut absolument rappeler ça, que Kagame a massacré 12 millions, sinon plus, de Congolais, qu'il a massacré les réfugiés rwandais, Hutus, les réfugiés burundais Hutus et les Hutus congolais. Il faut qu'on le rappelle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça rassure les populations victimes de ces massacres, parce que demain, et on le voit aujourd'hui, chaque fois que le M23 occupe un territoire, il massacre, il commence par massacrer les populations locales pour y faire venir ceux qu'il appelle les gens de son Boko. Il faut qu'on aborde la question de manière globale. On ne peut pas les laisser faire. Le Tutsiland dont j'avais parlé la dernière fois, vous savez, ça m'a créé des problèmes. Certains disent, oh, vous êtes anti-Tutsi. Pas du tout. Non. Mais le Tutsiland, on doit combattre cette idée. Tout comme si c'était un Hutuland, on le combattrait. Le Rwanda est un. Il ne faut pas que d'un côté, on veuille aller conquérir des terres étrangères, lorsqu'à l'intérieur de son propre pays, on n'a même pas la paix, une paix durable. Il n'y a pas de paix au Rwanda, que les gens le sachent. Si demain les choses devaient changer ou tourner autrement, je pense que le Rwanda peut encore basculer dans l'horreur. De toute façon, on est déjà dans l'horreur, mais plutôt que d'aller semer le virus de la haine ethnique dans les pays voisins, au Congo, au Burundi, et même en Ouganda, à chaque fois qu'ils ont l'occasion, les Rwandais, en tout cas de Kigali, de le dire, ils font des allusions. Avec l'alliance actuelle entre Kagame et le fils de Museveni, et Museveni lui-même d'ailleurs. Il faut que les gens vraiment soient très, très vigilants. Il faut qu'ils soient vigilants. À cet égard, j'ose espérer que le conclave ou la conférence de Bujumbura à huis clos, j'ose penser que certaines vérités se disent quand même, qu'on ne peut pas continuer comme ça. Maintenant, il y a d'autres voies de sortie. Il n'y a pas que l'East African Community. Il y a sans doute, pour des intérêts économiques évidents, il y a lieu aussi de penser, si j'étais le président Tshisekedi et son gouvernement, je pense qu'ils y pensent. Je pense qu'ils envisagent cela très sérieusement dans les conditions actuelles. Qu'ils voient une sortie en passant par le Sud, la SADC dont ils sont déjà membres et dont le président Tshisekedi est aujourd'hui le président en exercice. D'ailleurs, c'est très bizarre de voir que à ce jour, il n'y a pas encore de bénéfices réels tirés par le Congo de son appartenance à la SADC ou alors de sa présidence en exercice. Il faudrait qu'ils y pensent. C'était notre sujet vraiment qu'on devrait aborder parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit, oh,
j'ai dit, il a été attiré dans un piège en le faisant, en le faisant membre de l'EAC au détriment de la SADC. Ça, c'est notre histoire, notre question de la géopolitique de la région. Mais ça, surtout que le M23, ce même M23 dont on parle maintenant avait été en réalité vécu par la SADC. Mais le Congo, justement, je pense qu'il peut, au point de vue diplomatique, au point de vue stratégique, au point de vue géographique, il peut vraiment se prévaloir de toutes les régions parce que lui, il touche au sud, au pays du sud de l'Afrique australe, il touche aux pays occidentaux de l'Afrique, il touche au pays de l'Afrique de l'Est. Franchement, c'est un géant africain qui est là, mais il faut absolument qu'il arrive à exploiter tous les avantages dont il bénéficie. Point de vue économique, point de vue matière première dont le monde entier a besoin, point de vue géostratégique, de par sa géographie, il peut jouer vraiment toutes les cartes sont entre ses mains. Maintenant, une chose est d'avoir ces cartes et une autre chose est de savoir les jouer à son avantage. Et ça, c'est ce qu'on va voir dans les jours à venir. J'espère bien que vraiment les Congolais vont arriver à jouer toutes leurs cartes qui sont leurs mains. Maintenant, d'ailleurs, pour le moment, le vent tourne à leur faveur. On l'a bien expliqué dans cette émission, que point de vue diplomatique au niveau mondial, vraiment, on peut dire que le vent tourne à leur faveur. Il faudra vraiment qu'ils arrivent à exploiter cette situation pour qu'ils arrivent à instaurer une paix pérenne et qui vont vraiment vivre dans la paix dans leur région. Et puis commencer à exploiter, à exporter cette paix, leur richesse. Que toute l'Afrique, le monde entier aussi, il en a besoin. Ils peuvent vraiment profiter des richesses du Congo. Je vous remercie, monsieur l'ambassadeur, de nous avoir éclairé ce jour. Et j'aimerais, à moins que vous ayez un petit mot de clôture, parce que je pense que je vous avais déjà dit de dire ce que vous pensiez du thème qu'on avait abordé aujourd'hui, mais j'aimerais quand même vous remercier pour être venu ensemble encore aujourd'hui, pour nous bénéficier de votre expérience. Je rappelle que la personne que vous avez ici devant vous, c'est une personne qui est humble, mais quand même qui a été ministre des Affaires étrangères, qui a été ambassadeur, qui a occupé beaucoup de postes qui lui ont montré, qui lui ont donné accès à beaucoup de dossiers sensibles. Donc, vous avez devant vous vraiment une mine d'informations et d'informations sûres. Donc, je vous remercie, monsieur l'ambassadeur, et vous fixe rendez-vous pour la prochaine fois. Et bonsoir et bonjour chez vous, monsieur l'ambassadeur. Bonsoir à vous et merci pour m'avoir invité une fois encore à cette émission. Oui, au revoir. C'est vraiment un honneur pour nous. À la prochaine, au revoir. Donc, chers amis auteurs de Radio Rumuri, donc je reviens ici au studio de Radio Rumuri pour passer au deuxième thème que nous allons aborder aujourd'hui. C'est un thème qui va être un peu plus long et il ne me reste plus qu'1h05, mais on va essayer de faire le plus brièvement possible. Donc, c'est un thème qui est en relation avec la bonne gouvernance dans notre pays, le Rwanda. Mais c'est un thème qui va être abordé en Kinyarwanda. Donc, chers amis auditeurs qui nous suivaient, qui n'étaient que francophones, donc je vous dis au revoir. Et je vais quand même, avant de basculer, de passer de langue française à langue nationale avec Kinyarwanda, je vais quand même repasser en revue les différentes informations que vous avez dites, les différents messages que vous avez envoyés. Et notamment, c'est Monsieur Nzorokata qui dit, je redoute qu'après jamais, attends, je vais quand même essayer de... Oui. Je redoute qu'après Kagame, quel regard auront les Congolais et les autres Africains sur le Rwanda? Ça, c'est vrai. Monsieur, c'est pas monsieur ou madame Nzorokata, vraiment, c'est vrai. C'est ça. C'est pour ça que nous, on est là.
nous sommes Rwandais, nous sommes là pour essayer d'expliquer que tous les Rwandais ne sont pas derrière Kagame, que tous les Rwandais ne soutenons pas Kagame. Il y a des Rwandais qui sont honnêtes, qui veulent la paix avec le Congo, qui veulent la paix avec tous les voisins, qui sont contre cette politique hégémonique, cette politique qui veut aller massacrer les Bantous dans la région des Grands Lacs. Nous sommes au courant de ce projet, monsieur, ou sénateur Nzorokata. Nous savons qu'après le Congo, c'est les autres pays qui vont suivre. Donc, c'est pour ça que nous expliquons, que nous faisons ces émissions en langue française pour que les Congolais et les autres Africains dans la région qui comprennent cette langue, qu'ils fassent attention, qu'ils s'unissent, qu'ils ne fassent pas d'erreurs. Parce que chez nous, au Rwanda, il y a eu des erreurs qui ont été commises. Et Kagame, avec son parti FPR, avec son armée, ont pris le pouvoir chez nous. Mais vraiment, vous les Congolais, vous devez faire gaffe, vous devez faire attention, vous devez vous unir, vous ne devez pas tomber dans les différents pièges que ce régime va vous tendre. Ne tombez pas dans les différents pièges. Et quand vous dites le mot Rwanda sera toujours associé au massacre, c'est dommage, oui, c'est dommage, mais c'est pas vrai. Donc, les Rwandais ne sont pas des massacreurs. Il y a un régime. Votre président Tshisekedi vous a très bien expliqué qu'il ne faut pas confondre le régime de Kagame qui opprime le Rwanda. Les Rwandais aussi, les Rwandais souffrent à l'intérieur, les Rwandais meurent. Nous sommes au mois de février pour le moment. Allez chercher Bouvard, un grand et talentueux artiste de Kizito Mihigo. Kizito, c'est très facile à écrire. Pour ceux qui n'ont pas venir au Rwanda, c'est K-I-Z-I-T-O. Mihigo. M-I-H-I-G-O. Kizito Mihigo. Allez voir comment il a été massacré. Allez voir ses œuvres. Comment il voulait que les Rwandais vivent en paix dans la réconciliation. Mais non. Parce qu'il commençait à sensibiliser surtout les jeunes, on l'a tué. Tous les journalistes au Rwanda qui essaient de faire leur métier de façon professionnelle, on les élimine physiquement, on les tue. Le dernier dont on parlait récemment, c'est Noiri Williams. Donc, vraiment, il faudra que vous, les Congolais, vous commenciez à bien réfléchir, à ne pas faire cet amalgame en pensant que qui dit Rwanda dit toujours massacre. Tous les Rwandais ne sont pas des massacreurs. Tous les Rwandais ne sont pas génocidaires. Donc, vous avez bien vraiment dit que le petit pays comme le Rwanda, Kagame a causé plus de 10 millions de morts. Ça, c'est vrai. C'est documenté. C'est vrai. Mais ne commettez pas cet amalgame de confondre et de dire que tous les Rwandais sont des massacreurs. Ça, c'est pas vrai. Mais par contre, les Congolais, vous devez faire attention pour ne pas tomber dans le même piège, parce que sinon vous risquez de tomber dans leur jeu. Voilà. Et je termine en disant que, monsieur, c'est toujours très instructif de vous suivre, monsieur l'ambassadeur, que Dieu aide la région des Grands Lacs. Voilà. Je n'ajoute rien, monsieur Nzorokata, Mokpalo Nzorokata. Vraiment, je vous remercie beaucoup et d'autres auditeurs qui nous ont donné leurs commentaires. Donc, j'espère bien que Dieu va protéger la région des Grands Lacs. Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire
la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation?